Bonjour. Aujourd'hui, on va parler cinéma avec Black Panther Wakanda Forever, qui est donc la dernière sortie cinéma de la phase 4 du MCU. Le seul élément restant étant donc les Gardiens de la Galaxie Holiday Special qui sortira sur Disney Plus fin novembre. Phase 4 qui, notons-le, a été très moyenne, voire mauvaise à certains moments. Wakanda Forever a la difficulté de devoir faire face au décès de Chadwick Boseman, qui incarnait le personnage jusque-là, et de devoir gérer son histoire avec ce décès. Sur ce point, je dois admettre que le film se montre assez respectueux. Je craignais l'utilisation d'un double sur lequel on aurait fait un deepfake, ou sur lequel par exemple aurait été accolé un visage en 3D, et au final pas du tout. Les seules images qu'on a de lui sont issues des films précédents. Le logo Marvel est modifié, pour une fois ne montrant pas plusieurs héros, mais uniquement Chadwick Boseman. Il me semble que la seule nouvelle image de lui est intacte de son visage sur un bâtiment. Bel hommage, mais qui n'a pas eu l'impact souhaité en tout cas sur moi, puisque j'ai trouvé que ça a fait une redite avec No Way Home où Peter Parker se trouve face à un tag ou une affiche, je crois que c'est un tag, mais j'ai un doute. Il me semble que c'est un tag de Tony Stark. Recentrons-nous plus sur le film. Wakanda Forever se donc sur Shuri qui travaille d'arrache-pied pour synthétiser l'herbe cœur afin de sauver son frère qui est mort d'une maladie inconnue qu'il a cachée à tout le monde jusqu'à ne plus en pouvoir. Là encore, on a un parallèle avec Chadwick Boseman qui était resté assez silencieux sur son cancer. Shuri échoue et c'est la fin de la lignée des Black Panther qui s'éteint avec T'Challa, puisque souvenons-nous, Killmonger a brûlé l'herbe cœur dans le premier opus, plante qui permettait de donner le pouvoir aux Black Panther. Le Wakanda perd donc son protecteur historique et symbolique. Une année passe et les grandes puissances mondiales reprochent au Wakanda, désormais dirigé par la reine Ramonda, mère de T'Challa et Shuri, de ne pas partager ses ressources en vibranium et tente d'attaquer un poste avancé au Mali pour voler certaines de ses ressources wakandiennes. L'opération ayant échoué, les États-Unis utilisent un détecteur de vibranium créé par Riri Williams, une brillante étudiante, et découvre un gisement de vibranium dans les fonds marins. Ceci attisera la colère du peuple de Talokan, dirigé par Namor, qui voit là un danger à sa survie et se montreront prêts à lancer une guerre contre les peuples de la surface. Selon Namor, le fait que le Wakanda se soit ouvert au monde est à l'origine de la recherche du vibranium par les autres peuples. Il posera donc un ultimatum à la reine Ramonda et Shuri. Trouver et livrer Riri Williams pour qu'il l'élimine afin qu'aucun autre détecteur de vibranium ne puisse être fabriqué. S'en suivront des désaccords de principe entre le Wakanda et Namor, lançant un conflit entre les deux grandes puissances. Voici donc pour le résumé du film sans trop le spoiler. Wakanda Forever, sans être un des meilleurs films du MCU, est donc une des bonnes sorties de la phase 4, bien que ses bons points soient contrebalancés par quelques mauvais. Du côté positif, comme j'ai dit précédemment, déjà il y a le traitement du décès de Chadwick Boseman qui ne tombe pas dans le mauvais goût. On se retrouve avec un film de super-héros qui a perdu le dit super-héros, symbole de son peuple, ce qui nous laisse avec sa sœur, jeune femme brillante assez éloignée des croyances et traditions. Dans un sens, elle souhaite aller de l'avant en développant de nouvelles technologies, comme montré par sa création de nouvelles armes d'armure que Okoye ne voudra pas car éloignées de leur lance traditionnelle. En même temps, Shuri n'arrive pas à se détacher de son frère décédé, et c'est un souci qu'elle partage, je trouve, avec les studios Marvel. La phase 4 et les suivantes comportent des redites de ceux qui ont fait le succès des 3 premières phases. Bien que ça soit en raccord avec les comics, on a The Falcon qui est devenu le nouveau Captain America, mais surtout, on a eu l'annonce d'une série Armor Wars, avec War Machine en personnage principal, et maintenant l'arrivée de Riri Williams, qui est donc Ironheart, qui aura elle aussi sa propre série par la suite. On a donc des redites de Iron Man, qui était le personnage fondateur du MCU, et Marvel a vraiment, je trouve, du mal à se décrocher de cette image. Pour revenir sur Shuri, le personnage a un développement que je trouve intéressant, notamment grâce à son passage dans le plan ancestral, mais je trouve dommage que ce développement n'aille pas jusqu'au bout. Ça aurait pu nous donner un personnage un peu moins lisse dans le MCU. Malheureusement, je pense que ça sera pas le cas. Revenons sur Riri Williams, dont le principal problème est son inutilité dans le film. Bien qu'elle soit très sympathique, elle aurait tout aussi bien pu être remplacée par une scientifique lambda. Elle a quelques apparitions en armure, qui n'ont que très peu d'intérêt et d'impact. Le personnage semble être introduit ici uniquement pour rappeler au spectateur qu'une série sur elle arrive. Elle nous donnera une image aussi laide lorsqu'elle est dans son armure finale, image de synthèse bien sûr. On avait le premier Black Panther qui avait eu ce combat final en synthèse qui était abominable. Et ici on n'est pas non plus à ce niveau de ratage, mais quand on a son armure à l'écran, on est face à quelque chose de très trop lisse qui nous sort de l'image. Il y a trop peu de détails je trouve, comparer les différentes armures d'Iron Man, et pourtant même dans les derniers films, il était sur un design plus lisse que dans les premières armures. On n'avait pas cet effet, alors que là on a... je sais pas comment dire. On a l'impression que l'incrustation est pas réussie. C'est peut-être juste un ressenti personnel, mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment... J'avais l'impression d'être devant une cinématique de jeu vidéo.
et je sais qu'on dit souvent ça pour les images de synthèse malheureusement, mais là il y avait vraiment quelque chose qui collait pas entre son apparition et l'univers dans lequel elle évolue. Je dis pas ça pour sa première armure faite de briquet de broc, qui là est plutôt réussie je trouve, mais vraiment pour le design final qu'on aura dans le climax. Une chose que j'ai beaucoup appréciée aussi, comme dans le premier film d'ailleurs, c'est de nous offrir des personnages qui ne sont pas issus des États-Unis pour une fois et de nous présenter des pays différents. Dans le premier, on avait découvert le Wakanda, pays d'Afrique à la technologie très avancée. Ici, on découvre Talokan, le monde sous-marin de Namor. Parce que non, ici Namor ne vient pas d'Atlantis comme dans les comics, probablement pour éviter trop de comparaisons avec Aquaman. Donc Talokan, qui est une très belle cité avec les origines précolombiennes qu'ils ont données au personnage à son peuple, qui nous est présenté de manière assez plongée. Le film ne se contente pas d'un rapide plan, on en visite plusieurs endroits avec les personnages et j'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner dans de futurs films. J'ai aussi apprécié l'aspect sirène donné au peuple, qui envoûte par ses chants et leur bombe à eau. Dit comme ça paraît ridicule, mais j'ai trouvé l'effet plutôt réussi à l'écran. Nous en arrivons donc à Namor, qui aurait pu facilement être ridicule avec ses petites ailes aux chevilles, mais qui a une réelle prestance grâce à son interprète, Tena Cuerta, ainsi que par ses actions et pouvoirs à l'écran. La façon dont ils le font voler est plutôt intéressante et change des autres personnages ayant cette capacité que nous avons vue jusque-là. Différence obligée par le placement particulier de ses ailes, et il montre une puissance qui en fait un adversaire de taille pour Black Panther, sans pour autant en être un antagoniste miroir comme on en a déjà eu par le passé dans le MCU. Pensez à Iron Man et Obadiah, Ant-Man et Yellow Jacket, Doctor Strange et Casselius, ou encore Black Panther et Killmonger. Namor qui, il me semble, est le premier personnage du MCU à se définir comme un mutant. On a eu Charles Xavier dans le Multiverse of Madness, mais je crois pas que le mot mutant y était utilisé. Après, c'est peut-être un contresens de ma part, mais je vois pas Namor comme un mutant au sens que j'ai accordé à ce mot pour les X-Men par exemple. J'ai toujours vu les mutants comme une évolution à partir des humains sur le plan génétique qui se fait naturellement. Il me semble que dans les comics, Namor est l'hybride entre une femme d'Atlantis et un terrien, faisant de lui un mutant dans ce sens. Mais ici, son peuple est devenu sous-marin suite à l'ingestion d'une plante, et lui est différent car sa mère a ingéré la plante lorsqu'elle était enceinte, faisant de lui un être différent du reste de son peuple, à cause d'un élément extérieur, plutôt que d'une simple mutation naturelle. Après, c'est peut-être juste moi qui chipote ou qui donne un sens au terme de mutant qu'il n'a pas vraiment dans l'univers des comics ou qu'il n'avait pas jusque-là. Mais ici, j'ai juste l'impression que le mot était utilisé comme si Marvel nous disait que oui, avec le rachat de la Fox, on peut faire des mutants maintenant et on en fera. Le film fait aussi réapparaître Everett Ross, joué par Martin Freeman, personnage sympathique mais peu utile ici. On nous informe juste qu'il est l'ex-mari de Valentina Allegra de Fontaine, directrice de la CIA, que nous avons vu dans Falcon and the Winter Soldier et à la fin de Black Widow, qui sera l'origine de la création des Thunderbolts, mais elle aussi, sa présence est plus qu'anecdotique. On notera aussi le retour de M'Baku, qui était un personnage que j'appréciais beaucoup du premier, et de Naka. Voilà donc tout ce que je pouvais dire sur le film sans trop spoiler. Au final, Wakanda Forever est assez bon malgré une grande bataille finale un peu trop molle et quelques choix esthétiques malheureux tels que l'armure d'Okoye ou les effets sur Ironheart. J'aurais tout de même préféré une durée plus courte, les 2h40 se font ressentir auraient bénéficié de 20 minutes de moins. Le personnage de Namor reste dans une zone de gris à la fin du film. Je suis assez curieux de voir comment il réapparaîtra dans les prochains, et il est un des antagonistes les plus réussis de cette phase 4, avec John Walker selon moi. Comme d'habitude, il s'agit là que d'un avis personnel, et je vous encourage à voir ce film pour vous faire le vôtre. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt.